Donc aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisque je suis au Svalbard. Le décor, le Grand Nord. Le sujet, ces mondes oubliés d'un territoire où personne ne naît et où pratiquement aucun humain ne vit. Car hormis les visiteurs de courte durée, tels que Charles, Gilda, Léo et moi, ne résident où nous sommes, dans l'archipel du Svalbard, situé dans l'océan Arctique, que 2700 humains, dont la grande majorité habite à Longyearbyen, la ville la plus septentrionale du monde. Qui est une terre de passage, un lieu où l'on ne fait que séjourner. Car on ne naît pas sur ces îles, on y arrive. Personne n'est en réalité vraiment d'ici, vu qu'il est interdit d'y naître et que ce territoire est resté totalement vide de toute présence humaine jusqu'à sa découverte en 1596. Ici, à environ 1300 km du pôle Nord, dans ces étendues plus grandes que le Togo ou la Croatie, il y a un peu plus d'ours blancs que d'habitants. Des rennes, des renards blancs et surtout le soleil de midi, de minuit et de n'importe quelle heure. Car à cette période de l'année, notre étoile ne s'y couche jamais. Déboussolante, elle vous tourne littéralement autour, si bien que constamment il y fait jour. Et le soir venu, la nuit ne venant pas, chacun adopte sa propre technique pour la faire tomber, pour faire taire la lumière. Quant à moi, je suis allé me coucher en rêvant des mondes perdus et oubliés. Car là où nous avons passé 2 semaines, sous la glace, sous nos pieds, se trouve fossilisée une grande partie du passé de notre planète. Car on a découvert au Svalbard des centaines de roches différentes racontant l'histoire d'un archipel qui a traversé la moitié du globe avant d'arriver à ces latitudes. Une partie de ces territoires se sont formés dans l'hémisphère sud, puis ont été un temps en bordure d'immenses chaînes de montagnes, se sont retrouvés pendant des millions d'années sous l'eau, au niveau de l'équateur, avant que la dérive des continents ne les entraîne lentement vers le nord, où ils ont formé un seul et même continent avec l'Europe et l'Amérique, se sont liés à la Scandinavie, à la Russie, puis sont rentrés en collision avec le Groenland, avant de s'en détacher et de finir en grande partie pris dans les glaces de l'Arctique. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais là, sur la roche, on a clairement un fossile d'empreinte de feuilles. C'est le genre de trésor qu'on peut trouver dans les mines du coin ou dans les couches géologiques de Svalbard qui traversent des centaines de millions d'années. Tous ces souvenirs des temps passés sont inscrits là, sous la surface de ces contrées inhospitalières. Ici, l'on a pu dénicher des fossiles des premières plantes terrestres, des trilobites figés dans la pierre, des poissons primitifs, parents éloignés de tous les vertébrés, et des empreintes de pas de dinosaures, d'iguanodons et d'allosaures. Sous ces terres ont marché des herbivores, des carnivores, et quelque part par là, d'autres ont nagé et sont morts. Des reptiles marins gigantesques tels que les plésiosaures ou les ichthyosaures, Trias, Jurassique et Crétacé, tout y est. Les terres de Svalbard regorgent sous ces paysages balayés par le vent, de quantités d'espaces provenant d'un autre temps. Les paléontologues ont sorti de cette boîte au trésor des vestiges de plages tropicales, des fossiles marins à foison, des brachiopodes, des coraux, des éponges, des ammonites, des bivalves, autant de souvenirs d'une vie marine luxuriante, qui côtoie dans les sous-sols de l'archipel des forêts de fougères et de prêles, des cyprès de marée, des graines de noyer blanc, des fossiles de Metasequoia et d'ancêtres de Ginkgo biloba. Un arbre dont les derniers représentants ne poussent plus que dans les régions tropicales de l'Asie du Sud-Est. Ici, sous l'épaisse couche de neige que les rennes peinent à remuer pour accéder à un peu de mousse ou d'herbe, l'on retrouve les traces d'anciennes jungles fossilisées et des forêts de feuillus datant d'une époque où Svalbard formait un seul et même continent avec l'Europe et l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, le bois des poteaux électriques est importé et l'arbre le plus proche est situé à quelques 1000 km de là, dans le nord de la Laponie. Dans les couches géologiques plus récentes, datées de 55 millions d'années, on a découvert des fossiles d'alligators, de tortues et de sortes de lémuriens, des espèces disparues qui ont vécu là et qui ont dû, on ne sait encore comment, s'adapter au soleil de minuit et surtout à la nuit polaire. Car à cette époque où le climat était plus chaud et humide que celui que nous connaissons, Svalbard était déjà à des latitudes de 60 degrés nord. Ces étendues de glace n'ont pas toujours été. Et les milliers de paysages et d'espèces que ces espaces ont abrités sont riches en enseignements. Ils permettent de mieux comprendre l'histoire de notre planète. Mais certains de ces souvenirs enfouis font de cette boîte au trésor une sorte de boîte de Pandore. Car une partie de ces débris organiques, enfouis dans le sol pendant plusieurs millions d'années, se sont transformés, ont traversé le temps jusqu'à nous pour finir par tomber dans les mains de l'homme, en Arctique et ailleurs dans le monde, sous forme de gisements de charbon.
Ceux découverts sur ces îles ont été exploités pour la première fois au début du XXe siècle. Nous avons pu nous introduire dans l'une des nombreuses mines abandonnées qui parsèment l'archipel. Et c'est plutôt étrange de se dire que l'on trouve là, à 1300 km du pôle Nord, des bâtiments construits pour extraire les vestiges d'une époque, le Carbonifère, où proliféraient à Svalbard des climats tropicaux, des mangroves et des marais. Se promener dans les couloirs de ces structures a quelque chose de fascinant. Il règne ici une forme d'esthétique du bousillage, teintée d'une ambiance de Far West. Et l'atmosphère qui se dégage de ces baraquements pris dans la glace semble provenir tout droit d'un vieux western en noir et blanc, situé quelque part au fin fond de l'Arizona, au début du 19e siècle. Pourtant, cette mine se situe bien à proximité du pôle et n'a été fermée qu'à la fin des années 70. Depuis la révolution industrielle, nous n'avons décidément pas beaucoup progressé. Comme à l'époque des premiers fourneaux, la principale source d'énergie de nos économies dites modernes reste le charbon, qui couvre 30% des besoins énergétiques mondiaux et est responsable de près de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Fossile reste l'énergie, gaz, pétrole, et encore et toujours charbon. En extrayant et en brûlant des quantités considérables de cette matière fossile, Homo sapiens a réussi ce que d'ordinaire, seul le mouvement des plaques tectoniques, l'activité volcanique ou des météorites sont capables d'accomplir, à savoir modifier le climat d'une planète. Et quand on y pense, c'est quand même étrange de se dire que cette mine qui est aujourd'hui enfouie dans la neige va de fait d'ici quelques décennies sûrement se retrouver de nouveau à l'air libre du fait de l'exploitation du charbon qu'elle a contribué à extraire de sous terre. Au cours de ces 100 dernières années, la plupart des glaciers de l'archipel ont reculé. Et même si Svalbard reste encore à 60% recouvert de glace, ce chiffre diminue de 10% par décennie. Les glaciers que nous avons visités ne seront peut-être un jour qu'une histoire ancienne. Dans le Grand Nord, summer is coming. Et la menace vient du sud, de la consommation d'énergie fossile et aussi un tout petit peu de Longyearbyen. Car la ville la plus septentrionale du monde est pleine de paradoxes. Comme nos sociétés modernes, elle est un peu bipolaire. On trouve ici un nombre étonnant de voitures que je qualifierais de « c'est la taille qui compte », alors même qu'aucune route n'existe en dehors de la petite ville et que quasi tous les déplacements sur Terre peuvent se faire en motoneige. Pourtant, habiter ici, c'est être aux avant-postes pour observer les changements qui s'annoncent, car la région arctique se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde, et est à court terme la plus concernée par les effets du réchauffement. À Longyearbyen, la fonte du permafrost, ces terres qui restent constamment gelées même en été, et ce sur des profondeurs pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres, s'est accélérée ces dernières années. En été, la fonte fragilise désormais la structure des bâtiments, dont certains ont commencé à s'affaisser. Dans le Grand Nord, le pergélisol est peut-être une bombe à retardement. Une bombe d'une superficie de 20 à 30 fois celle de la France. Car ces sols gelés en permanence et qui représentent 25% des terres émergées de l'hémisphère nord contiennent beaucoup de matière organique pris dans les glaces. En décongelant, les sols rendent cette matière accessible à certaines bactéries qui en raffolent et vont les dégrader et les faire fermenter, libérant au passage des bulles de méthane emprisonnées et émettant de grandes quantités de dioxyde de carbone. L'ensemble des gaz à effet de serre contenus dans ces sols dépasse à lui seul les stocks cumulés de pétrole, de gaz et de charbon de toute la planète. Ainsi, avec la fonte du permafrost, pourrait bien commencer un cercle vicieux. Les gaz libérés par leur fonte accélérant le réchauffement, qui à son tour accélérerait la fonte des sols. Et puis, cerise sur le gâteau décongelé, cette fonte pourrait bien ramener à la vie des créatures bien plus petites et plus dangereuses que les plus terribles des dinosaures. Et peut-être encore là, sous les pieds de Léo. Bon Léo, hier on t'a vu marcher sur des tombes. Oui. Qui date de 1916 et cette île est en grande partie recouverte de permafrost. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi c'est pas forcément une bonne idée d'y creuser ou peut-être que c'en est une? Ce qu'il faut se dire, c'est que les organismes vivants, quand ils sont gelés, ils ne sont pas nécessairement morts. Surtout les organismes unicellulaires, ils peuvent être très très résistants au gel et rester sous forme de spores pendant des centaines d'années, peut-être même des milliers d'années. En fait, on ne sait pas trop, on n'a pas vraiment de données là-dessus. Et donc potentiellement, beaucoup de bactéries ou de virus qui sont dans le sol sont encore vivants et pourraient être réactivés si le sol fondait, quoi. La grosse peur, c'est qu'il y ait d'anciennes maladies qui ressurgissent à la surface avec
avec le dégel du permafrost, notamment la variole. Il y a des cas de personnes qui sont mortes avec la variole qui ont été enterrées dans du permafrost. La grippe espagnole, donc c'est une des épidémies qui a le plus tué d'humains à la sortie de la Première Guerre mondiale. Ça a tué entre 50 et 100 millions de personnes. Et ici, à Svalbard, il y a quelques personnes qui sont mortes de la grippe espagnole et le virus est probablement encore quelque part dans la Terre. Tu as aussi des cas d'anthrax, donc la bactérie qui est responsable de l'anthrax. En 2016, elle a causé une épidémie chez des rennes et cette épidémie s'est transmise à des humains. Il y a une personne qui est morte. Il y a aussi des bactéries qu'on ne connaît pas. Il y a un chercheur qui est tombé malade en 2017 en fouillant des restes d'un phoque. Donc voilà, donc il y a énormément d'activités en fait dans ces sols. Le truc c'est que cette activité pour l'instant elle est ralentie, mais à partir du moment où on va remettre de la chaleur, ben, l'activité va repartir. Et en fait c'est une très grande question sur savoir qu'est-ce qui est là-dessous. Et ça peut être des choses tout à fait positives et ça peut être des choses extrêmement négatives pour nous. Là on est devant un facteur de surprise qui est énorme. La bonne nouvelle, c'est qu'il sera peut-être un jour de nouveau possible de décéder dans cet archipel, ou plus précisément d'y être enterré, car depuis les années 50, une loi l'interdit du fait de la non-décomposition des corps sous ces latitudes. Ici, seuls les vivants ont le droit de rester. Après, si on ne met plus personne en boîte, on y met des graines, car l'île héberge une banque destinée à conserver la plus grande collection de semences au monde, afin d'assurer la diversité des cultures et de sauvegarder une partie de la biodiversité végétale de notre planète pour les générations futures. C'est là, dans le Grand Nord, à quelques centaines de kilomètres du lieu où l'on a découvert les restes fossilisés de l'une des plus vieilles forêts de l'histoire du monde, dans une région où les fleurs sont si rares qu'il est interdit de les cueillir, que l'on conserve à 120 mètres sous la surface, en utilisant la température du permafrost comme congélateur naturel, près d'1 million de variétés de plantes différentes. Le genre de coffre-fort que l'on préférerait ne jamais avoir besoin d'ouvrir. Ironie de l'histoire, cette structure pensée pour résister aux cataclysmes naturels et aux affres de la surface provoqués par les humains a dû récemment être consolidée suite à un été inhabituellement chaud qui a provoqué l'inondation de la galerie d'accès. Aujourd'hui, Svalbard continue, du fait du mouvement des plaques tectoniques, à dériver lentement vers le nord. On pense que dans une cinquantaine de millions d'années, l'archipel se tiendra au niveau du pôle géographique. En attendant, tout ici risque bien d'être rattrapé en quelques décennies par les réalités du réchauffement climatique. Pour tenter de comprendre la géopolitique des pôles où se joue, avec la fonte des glaces qui s'accélère, une course aux ressources et des enjeux de pouvoir, je vous recommande chaudement l'épisode de Léo, dont la chaîne mériterait d'être plus connue. Et pour se plonger dans les surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises que nous réserve le changement climatique, allez donc plonger dans celui de Gilda, qu'on ne présente plus, à moins que ce ne soit l'inverse. Quant à Charles, grand reporter à Brut, humain intense et brut, il a fait de notre périple un reportage sur Brut et possède une chaîne sur laquelle il essaye de rendre compte d'une partie de l'état du monde. Je vous ai mis les liens de leurs vidéos dans la description et vous les retrouverez dans le making of. Merci à tous nos nouveaux soutiens, qu'ils soient sur Tipeee, Utip ou via le bouton rejoindre. Et plus particulièrement à NordVPN qui a participé à financer cette vidéo dans le Grand Nord. En plus de contribuer à produire du contenu éducatif, ils nous permettent de voyager en toute quiété sur le net, sur les réseaux publics, d'accéder à du contenu qui n'est pas accessible chez vous ou à l'autre bout du monde. Ils proposent actuellement une offre spéciale d'abonnement à 2,60 € par mois. Si vous allez sur nordvpn.com/baladementale en utilisant le code baladementale. Encore merci à vous et à ceux qui permettent de se connecter un peu partout et surtout qui soutiennent la création sur le web. Ah oui, et puis j'avais oublié de dire qu'il y a un mois offert sur nordvpn.com/baladementale avec le code baladementale. Ah, là vous êtes bien. C'est dur. C'est lourd hein. Ils sont sur l'âge. C'est vraiment lourd. T'es prêt toi? Je suis prêt. Et là c'était quoi que t'as fait? T'es où? Là, j'ai fait semblant de faire un plan sexy, en fait j'ai pas une que dalle le GH5. Voilà, la nature quoi. Tiens, la nature. Tiens, nature, on te déteste.
peux faire un plan de merde. Ouais. En Non. fait, Non, en fait, tu peux pas. on dit que... Tu disais quoi sur pourrir les plans des autres? Alors, en fait, t'es en train de me faire un plan trop beau. Et je ne sais pas du tout ce que je vais raconter en fait, c'est génial. Parce que c'est ça, de pas écrire son texte à l'avance. Un ressenti? Froid, frigorifique, je sais pas, tous les adjectifs qui vont avec engelure, ce genre de choses. Mais splendide aussi. Hospitalité.